Bonjour, c'est Côme de l'équipe Audible, l'appli de livres audio et podcast. Bien que je ne sois pas encore parent, j'écoute avec grand plaisir les interviews de darons menées par Fabrice. Elles me permettent d'approcher différents aspects de la paternité et d'avoir un premier aperçu des choses à faire, ou à éviter, pour le jour où je les vivrai. Et pour les darons, les tontons et tous ceux qui ont un enfant dans leur entourage, Audible offre aux 100 premiers auditeurs le titre de méditation audio pour enfants, pieds sur terre et tête en l'air, avec toute offre d'essai. Rendez-vous sur la page audible.fr/cadeau et entrez le code promo DARON, D-A-R-O-N-S. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron et surtout merci à Audible qui est le tout premier sponsor de ce podcast. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire très touchante de Guillaume. Guillaume raconte dans cet épisode comment il est né dans un corps de garçon alors qu'il s'est toujours senti au fond de lui fille, à quel point il a eu du mal avec la masculinité et le rôle de la naissance de son fils dans ce coming out à lui-même. Je lui ai dit 12 fois au cours de l'entretien, mais vraiment un très grand merci à lui pour la confiance qu'il m'a accordée à venir me parler dans ce micro. Son témoignage est tellement précieux. Ce podcast est propulsé par Rocky, ça s'écrit R-O-C-K-I-E, le magazine pour accompagner les femmes, mais aussi les hommes qui le souhaitent, dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G.com pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous connaissez la rengaine si vous écoutez déjà ce podcast, mais si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous y abonner, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android, mais aussi sur Deezer, Spotify, SoundCloud ou même sur YouTube. Vous pourrez retrouver tous les liens dans les notes du podcast. Un grand merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes, vos bonnes vibes, et je vous laisse avec Guillaume. On est avec Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. Guillaume, tu viens d'extrêmement loin, puisque tu viens de Grenoble. Oui, enfin extrêmement loin, c'est pas non plus très très loin, mais dans l'Isère, oui, Grenoble, dans l'Isère. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi. Eh ben, merci à toi beaucoup. Merci de m'avoir accueilli ici. Guillaume, tu m'as envoyé un mail il y a quelques semaines maintenant. Ton mail m'a touché parce que tu étais en train de me dire je sais pas si tu voudras t'intéresser à mon histoire parce qu'elle est particulière. Oui. Et tu as utilisé un terme j'espère que mon histoire ne vous rebute pas. Oui. Si jamais. Oui. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à exprimer. Alors, je t'ai envoyé ce mail pour en discuter, parce que je vis des choses particulières avec ma femme, mon fils, depuis très longtemps. Et je t'ai envoyé ce mail pour pouvoir en discuter d'un point de vue déjà pour les gens tout autour, pour qu'ils puissent comprendre peut-être certaines choses, pour aider peut-être à comprendre certaines choses. Et d'un point de vue très personnel aussi, pour que moi, je puisse... je sais pas comment expliquer, mais c'est pas comme un coming out, mais c'est presque ça en fait. C'est pour officialiser quelque chose en mon fort intérieur. Hein. C'est très difficile à exprimer, mais je voulais en parler, voilà. Et j'avais franchement, très sincèrement, j'avais pas beaucoup d'espoir que tu me répondes, surtout aussi vite. Mais pourquoi ? Parce que j'avais peur que... Alors, je savais que tu es très ouvert d'esprit, mais j'avais peur de ta réaction, en fait, comme j'ai peur des réactions de beaucoup de personnes. Voilà, parce que, je peux le dire maintenant, je pense, je suis un papa. Alors, bon, c'est difficile à définir, mais une maman en devenir, parce que je suis quelqu'un qui souffre, entre guillemets, d'un problème identitaire. Donc, mon but absolu, ma souffrance profonde, c'est de ne pas être d'être un homme, en fait, c'est de ne pas être une femme, voilà. Donc c'est déjà difficile à dire. J'entends dans ta voix, tu sais, ça tremblote, mais t'inquiète, ici tout va bien. Non, je n'en doute pas. T'es dans un endroit où personne va te juger, vraiment. D'accord. Merci beaucoup déjà de venir faire ça à mon micro, si tu veux. Merci à toi, vraiment. Parce que c'est moi qui te remercie. Je suis très touché que tu décides de... C'est la première fois que tu dis que t'en parles en public comme ça ? Alors, en public, oui, j'ai fait mon coming out, comme on dit, à plusieurs personnes, à ma famille, notamment ma famille très proche, enfin mes parents, à ma femme qui le savait avant notre mariage déjà, et à d'autres personnes, notamment un collègue du travail qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé, voilà, et à des amis qui ont plus ou moins bien réagi. Enfin, c'est toujours très compliqué. Et, j'imagine. Ouais, c'est des choses qui sont assez
Enfin, la transidentité, si on peut l'appeler comme ça, il y a plusieurs dénominations. Il y a le fait d'être transsexuel, on disait beaucoup ça avant. Le fait d'être transgenre, maintenant, ça se dit beaucoup. J'ai la bouche sèche, pardon. Attends, ouais, parce que je me rends compte. Oui, On va faire une pause. je parle trop vite. Non, t'inquiète. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bon, voilà. Du coup, c'est difficile d'en parler, alors j'ai la bouche sèche, évidemment. Parce que, en plus, je débite beaucoup et je sais plus où j'en étais. Donc tu disais, le fait d'être transgenre, Oui. Tu disais, avant on disait transsexuel, et maintenant d'être transgenre, c'est quelque chose qui est encore compliqué dans notre société actuelle. J'imagine que c'est ça que tu voulais dire. Disons que c'est assez inconnu, enfin les gens, c'est pas du tout de leur faute, mais ils sont pas forcément renseignés, parce que c'est déjà assez tabou, pour plusieurs raisons. Il y a énormément de raisons pour lesquelles c'est tabou, et il y a eu beaucoup de combats, enfin beaucoup de choses qui ont fait que les termes ont changé, et que les gens se sont un petit peu emmêlés les pinceaux. Enfin, c'est très compliqué, même pour les personnes comme moi, entre guillemets toujours. C'est compliqué de s'y retrouver parfois. Et voilà, bon, c'est assez délicat. Et du coup, d'annoncer ça aux proches, d'annoncer ça, la manière de ce qu'on va faire plus tard, vraiment de manière précise et définitive, les réactions sont plutôt mitigées. Et, par exemple, au travail, c'est très difficile d'en parler. Là, j'en ai parlé à 2 personnes parce que je savais qu'elles étaient très ouvertes d'esprit et qu'il n'y avait aucun problème. Mais à d'autres personnes, après, ça peut générer des soucis. Ça va au-delà des remarques, au-delà des questions un petit peu indiscrètes, au-delà de plein de choses. Ça peut créer un espèce de climat compliqué au travail que beaucoup de personnes ont rencontré. Enfin, voilà, tout ça pour dire que d'être transgenre, c'est quand même très compliqué dans notre société. J'imagine, ouais. Voilà, même si en France, les esprits sont quand même ouverts, mais ça reste compliqué, voilà. Donc d'en parler ici, je trouve ça vraiment génial, et je te remercie encore vraiment de me permettre non, mais merci de de m'avoir fait confiance, vraiment. Je te le redis, mais c'était très touchant en fait de recevoir ton mail. Ça me fait très plaisir. Est-ce qu'on peut... alors... Je connais un peu l'histoire parce que tu m'as un peu raconté. Oui. Est-ce que tu pourrais me raconter, toi, de ton côté, le cheminement qui t'a amené à te faire cette... tu as utilisé un terme très précis dans ton mail, en fait, qui dit que tu as décompensé d'un mal-être abominable et tortueux qui t'amène aujourd'hui à la certitude, après des années à l'avoir refoulé, que tu dois être une femme pour être heureux. Et tu mets entre parenthèses SE. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est complètement ça, en fait. Quand je dis décompenser, je dis ça, bon, c'est un petit peu une déformation professionnelle, parce que je suis aide-soignant de métier, voilà, au CHU de Grenoble. Et je dis décompenser parce qu'on parle parfois de décompensation psychiatrique, imaginons. Je dis pas du tout que d'être transgenre, c'est psychiatrique, au contraire, je mélange pas tout. Mais quand on décompense de quelque chose, ça veut dire que, en gros, on a accumulé une souffrance, un mal-être vraiment très profond, quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à définir tout au long de notre vie, qu'on ne sait peut-être même pas forcément qu'on l'a en soi, et que suite à divers événements, suite à trop de refoulement, parce que je l'ai énormément refoulé en fait, ça fait, je pourrais pas dire depuis combien de temps ça dure, mais du plus loin que j'ai de mes souvenirs, c'est vraiment de la petite enfance. Depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours rêvé d'être une petite fille, une jeune femme, et puis une femme, enfin, ainsi de suite. Et j'ai toujours essayé de le refouler parce que j'en avais honte d'une première part, voilà. Après, l'éducation faisait que mes parents, ils ont fait comme ils ont pu, je leur reproche rien du tout, mais fait que je devais être le garçon que je devais être, en fait. Voilà, comme tous les garçons, je devais me comporter de telle et telle manière. Et du coup, j'ai toujours essayé de le refouler. Et au bout d'un moment, ça craque complètement, en fait. À cause de certaines choses, à cause de cette espèce de pression que j'ai tout le temps au fond de moi, en fait. C'est difficile à vraiment expliquer parce que c'est une souffrance, je pourrais pas dire mentale, morale, enfin, c'est vraiment un mal-être, en fait, vraiment puissant qui fait que ça ronge toute la journée, quoi. Dès le matin au réveil, même je pense la nuit, franchement. Ça parce que je fais beaucoup de rêves, enfin j'en ai fait énormément dans ma jeunesse encore maintenant, de rêves qui s'apparentent à ça, où je suis une femme, voilà, et quand je me réveille, c'est juste dramatique d'être un homme, de me rendre compte encore une fois que c'était un rêve et c'est pas la réalité, du coup. C'est des choses, ça peut paraître rien du tout, mais ça plombe toute la journée, quoi. Toute la journée, on se sent mal dans notre peau. Pourquoi je dis on tout le temps ? Je me sens mal dans ma peau toute la journée. Et c'est difficile à dire, mais par exemple, je vois une femme dans la rue, il y en a partout, des femmes en plus, partout.
Et c'est pire que de l'envie, en fait. Je les regarde pas pour... C'est difficile de trouver les bons mots, hein, par désir ou quoi que ce soit, mais c'est de l'envie d'être comme elle, d'être elle, en fait, d'être une femme. Et toute la journée, ça ravive. Et au final, au bout d'un moment, on finit vraiment par péter une durite, si je puis dire. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Bon, il y a eu plein d'événements avant, hein, avec notre enfant, plein de complications qui ont fait, mais qui n'ont aucun lien avec la chose. Mais au bout d'un moment, quand ma femme allait mieux, parce qu'elle a eu des soucis de santé, quand mon fils allait mieux aussi, qui a eu des soucis de santé, je crois que j'ai décompensé quelque chose, parce que j'ai beaucoup travaillé pour ma famille. J'ai fait énormément pas d'efforts, parce que pour moi c'était naturel, mais énormément de choses pour maintenir une vie de famille normale, parce que c'était compliqué. Et une fois que c'était réglé, j'ai complètement craqué, je me suis effondré, je pleurais tous les jours, enfin vraiment c'était la catastrophe, quoi. J'avais des idées très très noires, donc franchement des idées qu'il vaut mieux pas trop décrire maintenant, mais c'était dramatique, quoi. Je pouvais plus supporter ma personne, c'était vraiment trop compliqué. Donc j'en suis venu à cette conclusion-là, qu'il fallait arrêter de refouler ça, parce que je le savais depuis le début, en fait. J'essaye toujours de le refouler, mais je savais depuis le début ce que c'était. J'ai toujours voulu être une femme, ça a toujours été là, c'est jamais parti, et maintenant que j'ai décidé de le faire, c'est tout autre chose, quoi. Mais ça a toujours été là depuis je ne sais pas combien de temps, mais je me souviens d'un rêve de maternelle, je le dis souvent, ça, où je me promène comme une petite fille, en fait, avec la petite queue de cheval derrière, et ce rêve-là, il m'avait bouleversé, je crois, et il est toujours resté, et puis il y en a eu d'autres, et puis il y a eu toute la scolarité qui s'est très très mal passée, voilà, pour différentes raisons, et de tous les souvenirs que j'ai en moi, j'ai toujours été comme ça, entre guillemets, voilà. Ça m'a toujours rongé, c'est toujours été là. Voilà. Donc maintenant, j'essaye d'aller de l'avant, d'essayer de ne plus souffrir autant, quoi, et puis de résoudre des problèmes, en sachant qu'il y en aura d'autres, beaucoup d'autres, mais ce sont des choses qui peuvent être résolues pour atteindre un bonheur vraiment qui est pas... C'est pas du tout... comment dire ? C'est un bonheur nécessaire, en fait. Vraiment, j'utilise des mots qui sont forts, mais c'est de la survie, en fait, véritablement. Voilà. Tu dis que tu as eu des pensées très très noires, c'est-à-dire que J'imagine que tu finissais par ne plus pouvoir supporter ton corps, en fait. Complètement. C'est ça le truc. Ah oui, complètement. T'as cette sensation d'être né dans le mauvais corps. Voilà, mais depuis le début, vraiment depuis le début. Et même, on a beau essayer de pallier au problème, j'ai essayé plein de trucs, hein, j'ai fait plein de sports pour être le plus viril possible, je me suis rasé le crâne pour faire le plus viril possible, je me suis comporté comme un homme, un vrai, comme on dit. Voilà, je pleurais pas, je faisais pas ci, je faisais pas ça, voilà, bon, mais ça a jamais marché, ça m'a toujours rendu plus malheureux à chaque tentative. T'essayais de te conformer à l'image que la société, enfin, en gros, que ton corps te disait, et j'imagine que la société te disait, c'est ça qu'il faut que tu sois, quoi. Complètement, voilà. Par rapport à justement cette société, puis l'éducation, voilà, du père qui veut que son fils soit comme ça. Je lui en veux pas du tout, hein, c'est pas du tout de sa faute, mais c'est l'éducation, en fait, qui est comme ça. Garçon, tu seras garçon, tu vas jouer avec des jeux de garçons, tu vas courir dans la boue, tu vas faire tout l'inverse de ce que font les filles, quoi. Et du coup, cette éducation-là, ça bride un petit peu la libération, entre guillemets, de ce mal-être, voilà. Est-ce que tu as des souvenirs d'en avoir parlé, toi, de ton côté, justement, à tes parents, comment ça s'exprimait, quand tu étais toi-même enfant? Est-ce que tu as eu des tentatives, en fait, tu vois, de venir dire, en vrai, je suis une fille dans ma tête, comment ça se passe? Eh ben non, justement. Jamais, à aucun moment? Non, c'est ce que mes parents me reprochent un petit peu. Je les comprends, bon, c'est délicat pour eux. Ouais, c'est très délicat. C'est très très délicat. De leur point de vue, j'imagine que ça doit être compliqué, mais... Oui. Mais j'imagine à quel point tout le reste du monde te dit... Tu es un garçon. D'accord. Oui, alors, voilà, si vous êtes c'est ça. tous d'accord avec. Bon, peut-être que c'est moi qui déconne. Je n'ai rien à dire et du coup, je me tais et puis je fais ma vie comme ça, même si je suis malheureux de toute façon. Si je dis que je suis une fille, ça va mal se passer et puis tout le monde va me rejeter parce que c'était ça aussi. Hein. Voilà. Justement, mon père, il sera pas très content que je dise ça, mais tant pis. Il aimait beaucoup en regardant la télévision, ou même en commentant des choses. Il avait des propos assez durs envers la communauté
homosexuelle ou communauté transgenre. Et du coup, moi, je me souvenais de tout ça et j'ai jamais pu vraiment lui en parler parce que c'était trop délicat. Ça donnait un signe assez clair de sa potentielle réaction, quoi. Voilà, de l'hostilité. Voilà. Bon, maintenant, il me dit que non. Mais bon. Comment... Oui. c'est compliqué, quoi. Oui, c'est très compliqué. Et je ne sais plus quelle était la question. Non, mais en fait, je me demandais si tu avais eu, toi, des velléités à un moment donné de justement le dire à tes parents ou de l'exprimer d'une certaine façon, en fait. J'ai voulu, plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi en fait à franchir le cap parce que je pense que j'étais trop jeune peut-être et trop réservé, trop fermé sur moi-même. J'ai toujours caché ça tout le temps, mais vraiment par honte, hein, vraiment, je le redis. Par honte, parce que avec toute cette éducation, ce modèle masculin, modèle féminin, tout ça, voilà. Et j'ai jamais voulu leur dire quoi que ce soit jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à ce que j'ai vraiment 29 ans, que je sois un adulte, que j'ai un enfant, une famille, tout ça. Ça a été très dur de le dire quand même, mais j'ai pu avoir le courage de leur dire maintenant, alors qu'avant, j'ai jamais pu. Et il n'y avait pas forcément de signes particuliers. C'est ce que les gens d'ailleurs ont tendance à penser, qu'il y a des signes forcément. Par exemple, un petit garçon qui va jouer à la poupée, il aura forcément plus tendance à être transgenre qu'un petit garçon qui veut jouer dans la boue ou avec des Action Man, des trucs comme ça. Alors que pas du tout, en fait. C'est des espèces de clichés qui veulent pas dire grand-chose. Moi, quand on me dit souvent ah ouais, mais tu jouais pas à la poupée quand t'étais petit, tu t'habillais pas comme une petite fille quand t'étais petit, mais ils ne comprennent pas en vérité que je cachais mon jeu, voilà, en essayant de contrôler quelque chose qui était incontrôlable. Pas pour moi, mais pour le regard des autres, pour les autres, en fait. Pour ne pas avoir de problème, en gros. Voilà. Et comment ça s'est passé quand t'es allé voir tes parents, alors ? C'était quand ? C'était il y a quelques mois. Oh, ça fait moins de 6 mois. Okay. Ouais, moins de 6 mois. Ouais, c'est encore assez frais. Ah ouais. C'est assez frais, oui. Quand je suis allé voir, j'ai vu ma mère d'abord, avec mon petit frère, parce que j'ai un petit frère et une grande sœur. Et je leur ai annoncé ça comme j'ai pu, avec douceur. Au début, j'ai pas eu de réaction très négative. Enfin, ça allait plutôt bien. Ma mère était bouleversée. Enfin, mon petit frère était un petit peu choqué, mais pas de manière négative. Et après, je m'y attendais un petit peu. Mon père m'a appelé le jour même, m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'ils allaient me soutenir. Bon, je trouvais ça un petit peu facile. Bon. Et du coup, après, il s'est passé énormément de choses. J'ai eu beaucoup de coups de téléphone. Et ils ont beaucoup cherché à me dissuader de le faire en me donnant des arguments très... Tu dissuader de faire quoi ? De faire une transition. Okay. Voilà. Parce que moi, je leur avais dit clairement, les mots que je te dis à toi, j'ai souffert pendant des années, j'en peux plus maintenant, il faut que je fasse quelque chose pour résoudre le problème, sinon c'est fini, quoi. Enfin, c'était pas du chantage du tout, mais je leur expliquais vraiment le mal-être. Moi, j'en pouvais plus, c'était plus possible. Et... je leur ai bien expliqué, mais je crois qu'ils n'arrivent pas à comprendre, en fait. Donc ils ont essayé de me dissuader, ils essayent encore d'ailleurs, en m'argumentant énormément de choses, comme quoi j'aurais pas d'accès aux soins, j'aurais plus de boulot, j'aurais plus de ci, j'aurais le regard des gens, j'aurais énormément de problèmes, en fait, à cause de ça. Et que, du coup, ma vie sera foutue, en gros. Voilà, ma femme va partir, avec mon fils, que des trucs... Et puis, que des trucs... que c'était à cause d'une dépression, du coup, que j'étais malade, enfin, des trucs aberrants. Mais bon, j'ai essayé de les entendre, de comprendre leur point de vue, même s'ils me faisaient franchement mal au cœur. Oui, j'imagine, oui. Oui, c'était pas évident. C'était pas évident, c'est sympa. Oui, non, j'ai encore un peu de travers, mais bon, j'essaye de comprendre leur point de vue, en fait. Et surtout leur incompréhension totale, parce que... Tu crois pas qu'il y a un peu un truc de... On est passé à côté de notre enfant pendant toutes ces années. Oui. On a raté c'est possible. La substantifique moelle de qui il était. C'est possible. Ça doit être tellement dur. Alors, je sais pas pour les excuser. Hein, non, bien sûr. Ou juste amoindrir ton propos si tu veux. Oui. Mais je me dis, ça doit être assez compliqué oui. à vivre et de se dire waouh. Qu'est-ce qui se passe ? Tempête. On a raté, entre guillemets, quelque chose, quoi. Oui. Ça, justement, je leur ai dit que non, ils n'avaient rien raté et que de toute façon, ils pouvaient rien voir du tout parce que j'étais trop bon acteur, quoi. Donc, ils pouvaient rien voir, c'était pas possible. Impossible, donc. Mais rien n'y fait. Je pense que dans leur tête, quand même,
oui, comme tu dis, ils doivent avoir cette espèce de fond-là, de culpabilité, mais qui finalement n'est pas si dramatique, quoi, parce que en relativisant la chose, d'être transgenre, c'est pas... Je meurs pas, quoi, j'ai pas Bien sûr. une maladie très grave, enfin... C'est sûr que ça a des conséquences, mais voilà. Il faut le temps, je pense, pour eux de l'encaisser. Et ça amène à des espèces de répliques un peu compliquées, voilà. Mais... Tu leur dis que ça te blesse Ouais. aujourd'hui quand... Oui. Ah oui, quand même. On a eu des conversations un petit peu houleuses quand même, ouais. J'imagine. Ouais. Des conversations houleuses et puis des moments où moi ça m'excédait, quoi. Quand ma mère me disait qu'elle ne comprenait pas que j'étais sous influence et qu'il fallait m'interner en psychiatrie, je me dis mince, hein, non, arrête tout de suite et puis change de sujet. Enfin, bon, ça s'est passé vraiment pas très bien. À mon sens, pas bien du tout. Oui, Voilà. je te le concède, hein, de tout ce que tu me racontes, que ça Oui. n'a pas dû être simple à encaisser, quoi. Ouais, non, c'est pas évident. Justement, en fait, tu disais que tu avais un mal-être en fait, quand tu étais adolescent, etc. Enfin, que ça avait été compliqué pour toi à Oui. l'école. T'as pas eu un suivi médical, en fait, justement ? Pas vraiment, non. Ouais. Pas vraiment. Je sais pas vraiment pourquoi. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. En primaire, j'étais un petit peu fermé sur moi-même, mais sans plus, quoi. J'étais un enfant banal, basique, voilà. Au collège, j'ai beaucoup souffert de harcèlement et puis de pas d'avoir d'amis, en fait, et puis beaucoup d'insultes, en fait, mais c'est amusant parce que c'était des insultes tout le temps. Espèce de, c'est vilain ce que je vais dire, espèce de sale pédé, machin, tout ça, enfin des trucs. Je sais pas, je devais être efféminé peut-être naturellement. Et du coup, je m'en prenais plein la tronche naturellement, alors que je cherchais pourtant à être le plus viril possible, mais ça marchait pas. Bon. Donc le collège n'a pas été très marrant non plus. Le lycée, c'était un vrai carnage. En fait, j'ai fait des études professionnelles. À Vaucanson, c'est un lycée que des garçons. Quasiment que des garçons. 1500 garçons pour 3 filles à peu près. C'est ouais. Wow. Et lycée de garagistes et de mécanos, enfin voilà, bon. Et c'était des rugbyman et des judokas, et j'étais à l'internat. Et j'étais pas du tout dans mon milieu, du tout. Et j'ai vécu 2 ans d'horreur, ouais, vraiment. C'était horrible. Bon, mais je sais pas si c'est très intéressant de détailler. C'est des années lycée comme beaucoup en connaissent, en fait, où on prend des coups tout le temps, tous les jours. Il n'y a pas... Tout le monde... Non, moi, tout le monde le connaît pas. Alors, je me suis fait harceler au collège, ça j'ai eu droit, mais pendant quelques années. Mais en revanche, après le lycée, ça avait passé, quoi. Tant tu mieux. vois, donc... Non, mais pas tant mieux. Enfin, tout ça pour passé, tout ça pour te dire que c'est pas du tout banal, en fait, de se faire taper dessus tous les jours. Non, c'est vrai, je dis des bêtises, mais non, c'est pas banal du tout. Non, désolé. Non, mais c'est moi qui dis ça, mais c'est vrai que c'est stupide. C'est pas du tout banal. C'est moi qui le banalise, mais c'est complètement stupide. C'était les 2 années de BEP qui étaient comme ça. Après, les 2 années de bac ont été meilleures, parce que c'était un lycée plus mixte. Je pense que ça fait beaucoup la différence. Mais les 2 années de BEP, oui, c'était vraiment infernal. J'en ai très très mauvais souvenirs. Et à cette époque-là, je me noyais dans l'alcool pour oublier déjà mes soucis personnels de transidentité vraiment qui me rongeaient très intensément à cette époque-là. Et mes soucis de harcèlement, enfin tous les gens qui m'aimaient pas trop, quoi. Voilà, pour je ne sais quelle raison. Et du coup, j'ai fait un gros coma éthylique bien costaud. Et après, j'ai eu un tout petit suivi psy, mais jamais bien plus loin. J'ai vu un psy une fois, un psychiatre une fois, ou 2. Un psychiatre différent, 2 fois, mais pas plus. Parce que je jouais bien mon jeu aussi, donc... oui. Voilà. En fait, j'ai toujours... comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours tout caché. Voilà. Donc ça n'a jamais marché. Jamais fonctionné. Et après, il y a eu les années bac qui étaient assez floues. Je me souviens vraiment... C'était bien, hein, c'était sans plus. Je souffrais toujours de la même manière. Après, il y a eu le BTS où j'ai arrêté mon BTS au milieu parce que ça me plaisait pas. Enfin, mes études ne m'ont jamais plu. Des études de mécano, c'est ça ? Ouais, enfin de maintenance industrielle. Okay. Voilà. Donc c'était pour être technicien, mais je voulais vraiment pas faire ça. Vraiment pas. Et après... Pourquoi tu t'étais orienté là-dedans ? Eh ben... mon père m'avait conseillé de faire ça parce que c'était porteur au niveau du métier. Okay. En gros, voilà. C'était des métiers qui apportaient embauche après, donc... C'était une bonne idée, vu que j'avais pas trop d'idées. Enfin, moi, j'étais plus littéraire, donc voilà. Mais ça leur plaisait pas trop, donc j'ai fait ça par défaut, en gros. Ok. Voilà. Et après, je suis passé à autre chose. Après, j'ai fait des formations, tout ça, pour être aide-soignant, vraiment
un truc vraiment qui me plaît, mais qui me plaît beaucoup. Voilà. Que tu pratiques donc depuis depuis 2012. Ok. 2012, ouais. Voilà. Avec grand plaisir. Vraiment. Soigner les gens, moi j'aime beaucoup. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Oh, c'est cool. Ouais. Et donc aujourd'hui, t'es papa. Oui, papa, ouais. Papa depuis 2 ans, 2 ans et demi bientôt. Ouais. Voilà. Donc papa d'un petit garçon qui s'appelle Lenny et qu'on a mis 3 ans pour fabriquer, en gros, parce qu'on a fait les traitements à la PMA et mon épouse a dû subir 2 FIV après tous les traitements qu'elle avait subis de stimulation, tout ça. Voilà, au bout de 3 ans, 2 FIV pour arriver à avoir un petit bonhomme tout blond avec des yeux bleus. Voilà. Un petit bonhomme adorable qu'on profite beaucoup. Voilà. Voilà. Et donc, tu disais tout à l'heure que ta femme avait eu des problèmes de santé, c'est ça ? Oui. Après la grossesse ? Oui, complètement. En vérité, c'est la même histoire de décompensation. Elle essayait depuis très très longtemps de faire des enfants. Et nous, on a mis 3 ans à vouloir le faire. Alors, faire des enfants en PMA, c'est aussi difficile parce que c'est beaucoup d'espoir et beaucoup de déception. Et pour le moral, c'est vraiment pas très bon. Bon, les gens le savent plutôt, ceux qui vivent ça en tout cas. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais il y a tout un épisode en fait dans l'histoire de Daron où Manu raconte justement tout le long le parcours PMA si jamais il y a des auditeurs et des auditrices que ça peut intéresser. Oh, complètement, c'est très intéressant. Désolé pour la petite parenthèse. Oh non, faut partager, c'est bien. Non, mais c'est des sujets vraiment intéressants pour que justement les gens puissent comprendre ce par quoi les femmes surtout, plus que les hommes. Mais les hommes aussi, hein, mais traversent en fait. Voilà, par procuration. Ouais, carrément. Et après, elle est tombée enceinte par bonheur et elle a accouché, tout s'est bien passé, tout ça. C'était compliqué, mais c'est des petits détails complexes de grossesse, voilà. Et après, elle a fait une dépression postpartum très très violente. Donc c'est pas le simple baby blues. C'est vraiment la dépression qui l'a conduite à l'hôpital pendant 2 mois, voilà, avec des traitements psychiatriques assez lourds. Et voilà. Donc je me suis occupé de bonhomme pendant assez longtemps, pendant 3 mois tout seul, alors qu'il avait 4 mois. Et plus de ma femme, j'ai dû arrêter de travailler pour m'en occuper de tous les deux, parce que ma femme était hospitalisée, donc j'ai essayé d'aller la voir tous les jours pour qu'elle aille mieux, parce que de lui priver de son fils, c'était pas la solution. On te laissait quand même... on l'a laissé quand même voir... ok. Ouais. On l'a laissé quand même voir Lenny, pardon. Parce je t'ai coupé, pardon. Non, c'est moi que j'arrivais pas à formuler ma question. Je te dis ça parce qu'il y a aussi un épisode où Nathanaël raconte la dépression postpartum assez violente aussi de sa femme. Et pour le coup, il fallait... ne pas le voir du tout. Voilà, couper l'enfant, quoi. Ça, c'est très dur. Hein. Je pense que ça doit être vraiment très, très, très dur. Elle avait quand même le droit de... Oui. Enfin, le droit, oui. Oui, parce que selon ses médecins, ça faisait partie de la thérapie. Que si il lui enlevait Lenny, entre guillemets toujours, hein, parce que c'est pas vraiment lui enlever, mais elle ne guérirait pas vraiment, parce que c'était vraiment lui rajouter une souffrance supplémentaire. Mais ça dépend des situations en vérité. Il y a tellement de dépressions déjà différentes, et il y a des dépressions du postpartum qui sont différentes aussi en elles-mêmes. Donc parfois certaines mamans, et certains papas aussi peut-être, ne peuvent plus supporter la simple vision de leur enfant, et peut-être que c'était... pour cette raison-là que c'était plus possible. Voilà. Mais là, c'était pas le cas de Charlène, heureusement. Et du coup, on a pu... Donc, tu as dû t'occuper du petit tout seul Ouais, pendant 3 mois, ouais. Pendant 3 mois. Et après, pendant encore longtemps, parce qu'on ne guérit pas tout de suite de ce genre de dépression. Donc, c'était assez ardu. Oui, et puis surtout, j'imagine que quand ta femme, comme ça... tombe dans ce genre de dépression, tu peux pas savoir a priori pour combien de temps il y en a et que... Complètement, oui. Ça devait être compliqué à gérer, non ? Oui, franchement, c'était une très très sombre époque où justement la transidentité, elle était toujours là, mais je l'avais complètement mise de côté parce qu'il y avait une priorité absolue, c'était de m'occuper de ma famille et c'était vraiment des souvenirs très très difficiles. Très très difficiles parce que ma pauvre épouse, elle a vécu des choses franchement dramatiques à l'intérieur d'elle-même et je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne lui reproche vraiment rien du tout, mais quand on est l'accompagnant d'une personne qui subit une dépression de ce genre, on subit aussi des choses de la personne, en gros, qui est en dépression
Et on s'en prend aussi plein la tronche, quoi. Et ça, c'est vraiment difficile. Ça, plus l'enfant, plus la transidentité, plus... Là, j'ai cru que j'arriverais pas à me relever de tout ça. Mais finalement, ça s'est passé sincèrement, au bout d'1 an et demi, elle a été vraiment guérie. Là, elle est vraiment guérie, tout va bien. Mais il a fallu 1 an et demi pour que ça aille vraiment bien. Il a fallu qu'on déménage, qu'on change de logement, qu'on aille habiter en montagne, à 1200 mètres d'altitude, pour être vraiment avec les petits oiseaux. Ok. Voilà. Ça faisait partie de son mal-être aussi, ça, le fait de vivre en ville ou... Oui, okay. C'était très anxiogène à cette époque-là. Et du coup, son psychiatre m'avait conseillé de partir. Bon, du coup, j'ai suivi le conseil et puis on est parti, voilà. Et voilà. Et là, ça va beaucoup mieux. Maintenant, tout est réglé, enfin tout. Au niveau de sa dépression, en tout cas, ça va beaucoup mieux. Voilà. Et donc après, j'imagine que... Enfin, tu disais tout à l'heure que la transidentité, tu l'avais un peu mise de côté. Oui. Mais peut-être que cette période-là t'a amené aussi peut-être à finir par craquer. C'est ça qui s'est passé, non, peut-être ? C'est possible. Enfin, je veux pas faire de la psychologie de comptoir. Hein, non, j'imagine bien que ça a dû être une période extrêmement dure pour toi. Oui, franchement, en toute honnêteté, c'était très, très, très dur. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, voilà, le fait de décompenser, tout a été relâché. Et puis, j'ai décompensé tous mes problèmes que j'avais moi, vu que j'avais plus à m'occuper, en gros, des problèmes de ma femme et de mon fils. Même s'il y en a toujours un petit peu, mais là, ils étaient plus aussi importants. Et là, je me suis aplati. Je suis tombé, quoi. Vraiment tombé. Et voilà. Et depuis ce jour, on entreprend des choses, mais en famille. Voilà. Ok, donc... Oui. Tu vas trop vite. Je vais trop vite, je vais trop vite. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que... j'aimerais bien savoir comment tu finis, toi, par avoir... est-ce qu'il y a un déclic, à un moment donné, dans ta tête, qui te fait dire, c'est terminé, en fait, faut vraiment arrêter ? Oui. Comment ça se passe ? Complètement. Ouais. Il y a eu un déclic, vraiment. Et ça, je l'ai exprimé à toutes les personnes à qui je l'ai dit. C'est que à un moment donné, quand on contient la chose, elle finit par sortir. Voilà. Je pensais jamais qu'elle sortirait parce que je me suis toujours dit j'arriverai à la retenir à chaque fois. J'avais des moments c'était fluctuant, ça venait, ça repartait, ça venait, ça repartait, à plus ou moins grande intensité. Et je me disais toujours, quand c'était grand, j'allais pas bien. Franchement, j'avais pas le moral, et ma femme peut le dire. Il y avait des moments où elle me reconnaissait pas, où j'étais très irritable, très agressif, enfin pas bien du tout, quoi. Voilà, limite en dépression, quoi. Enfin, c'était vraiment comme une dépression. Et après, je me disais, j'essayais de faire un travail sur moi-même, de me dire, laisse tomber, ça va passer, passe à autre chose, occupe-toi de ta famille, de tes priorités, tout ça. Et ça allait un peu mieux, mais pas longtemps, quoi. Après, ça revenait, et j'ai complètement craqué un jour où ma femme partait faire ses études, parce qu'elle fait des études, elle repasse son bac pour adulte, et elle était partie. Et un après-midi, j'étais tout seul avec Lini, et je sais pas ce qui s'est passé. C'était une période où j'allais pas bien à cause de la transidentité, mais juste à cause de ça, où je n'arrivais plus à supporter la simple vue de mon reflet, en fait. Dès que je me voyais, je restais figé devant, et je me disais, c'est pas possible. J'y arrivais plus du tout. Et Lénie pleurait dans sa chambre, et je sais pas ce qui s'est passé. Je suis devenu, franchement, j'ai perdu patience, en fait. J'ai perdu mon sang-froid, et j'ai crié très fort, donc sur Lénie, alors qu'il n'avait rien fait de particulier. Ça m'a fait souffrir aussi d'en gros, c'est difficile à exprimer et à comprendre aussi. C'est pas de se défouler sur mon fils du tout, mais c'est d'exprimer quelque chose sur lui que j'avais pas du tout envie d'exprimer. J'avais pas de moyen, en fait, de sortir ça. Et il a pleuré beaucoup. Et puis je me suis allongé à côté de lui et j'ai pleuré, mais comme j'ai jamais pleuré, en fait. À ce moment-là, il m'a fait un câlin en plus, alors ça m'a encore plus. Je lui avais crié dessus, là. Je l'avais franchement malmené pour rien du tout. Il avait rien fait en plus. Il avait coincé un jeu sous son lit, quoi. Et moi, j'étais excédé, donc j'ai crié. Puis après, j'ai pleuré tout seul à côté de son lit. Et il m'a fait un gros câlin. Et là, ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Vraiment, c'est plus possible. Et j'ai pris la décision, moi seul, d'en parler à mon épouse, qui n'a pas très bien vécu au début et qui maintenant l'accepte mieux. Et après, d'entreprendre ça, mais de manière très concrète. C'est-à-dire que maintenant, si on me dit reviens en arrière, je peux pas. Vraiment, c'est pas possible. C'est trop tard. Moi, je peux comprendre. Ta femme n'avait jamais eu, je sais pas, d'indice de ta part ou non ? Si. Oui.
Oui. Comment ça s'est passé tu dis elle l'a pas très bien vécu, mais... En fait, 1 an avant qu'on se marie, parce qu'on se connaît depuis 7 ans maintenant, donc on s'est marié il y a 6 ans, et 1 an avant qu'on se marie, je lui avais dit clairement, voilà, je suis pas très bien, c'était une période où j'étais pas très bien, elle comprenait pas, parce que je veux être une femme. Mais je lui disais, j'aimerais être une femme. En gros, je disais pas je veux, je disais j'aimerais au plus profond de moi, c'est quelque chose qui me travaille quand même. Et puis elle m'avait répondu, j'avais été surpris, je me suis dit ça y est, elle va me quitter, c'est fini tout ça, hop. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'avais besoin de lui dire. Et je m'attendais pas du tout à sa réponse, elle me dit et alors ? Je dis bon, d'accord, et alors, très bien. Et puis ça m'a coupé, je suis resté un peu coincé. Okay. Et puis après, elle en a reparlé un petit peu spontanément, alors que moi je lui en parlais plus, parce que ça m'a vraiment... Je m'attendais pas à ça. Elle m'en a reparlé un petit peu, et puis elle me disait, en toute bienveillance, tu sais, si un jour tu craques, je t'accompagnerai pour faire une transition, avant même que je lui dise quoi que ce soit, quoi. Et moi je lui disais, non, je veux pas, je refoule, on va vivre comme ça, je veux pas t'infliger de souffrance ou quoi. Et puis au final, j'ai craqué. Et le jour où j'ai craqué, je pense que Charlène avait fait un petit peu sa vie quand même, avait construit quelque chose de stable, même si c'est pas instable la transidentité. Enfin, c'est sûr que ça déstabilise beaucoup de choses, et ça l'a quand même bouleversé de savoir que je souffrais déjà autant et que j'entreprenais vraiment de manière très, très concrète le fait d'être une femme, vraiment, complètement. La première fois que je lui ai dit, peut-être qu'elle n'a pas forcément réalisé, mais quand on dit les choses vraiment très clairement, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi, et elle avait très peur pour Lénie. En gros, que Lénie ait des problèmes d'avoir 2 mamans, quoi. Enfin, surtout une maman qui était un papa avant. Les enfants, parfois, ils sont pas toujours très tendres, ou même, la société n'est pas toujours très tendre avec ça. Et elle avait peur qu'il en souffre, mais elle a fait beaucoup de recherches, elle a parlé à beaucoup de gens, et là, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, elle est mon soutien le plus fort. Donc, quand je dis ça, les gens ne me croient pas, mais bon, tant pis. Mais... Ah oui. Oui. Oui, parce qu'on a tendance à croire que c'est pas possible, en fait, ouais, c'est ça ? Voilà. Qu'une fois qu'on le dit, l'épouse s'en va, parce que, d'une part, les gens disent souvent ta femme, mon père m'avait dit ça, elle est pas homosexuelle, du coup, toi, si t'es une femme, elle sera avec une femme et tout ça. Bon, c'est vrai que ça perturbe beaucoup les choses. Hein. Mais après, comme elle me dit qu'elle vit avec la personne, et elle aime la personne, et pas forcément le sexe ou le genre ou le visu, quoi, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de formidable. C'est fabuleux. Hein. Oui, et j'ai beaucoup de chance de l'avoir, ma Charlène. Donc, je crois que vous vous êtes pas rencontrés par hasard aussi. Non, quoi. non. Oh là là, non. Je pense que tu lui as toi aussi envoyé tous les signes qui faisaient que oui. Elle avait envie d'être avec toi, quoi. J'espère, je crois. Apparemment. Oui. Ah oui, oui. En tout cas, c'est marrant parce qu'il y a eu des périodes de flou et ça nous a énormément renforcés, en fait. Donc, autant elle avec moi que moi avec Lénie, avec notre enfant. C'est très étrange parce que depuis que les choses sont dites, moi, je vois la vie autrement. Du coup, je suis beaucoup plus épanoui, même si je ne suis pas encore comme je voudrais l'être. Hein. Mais le fait de se projeter, déjà, c'est déjà immense. Et avec notre enfant, ça va vachement mieux maintenant qu'avant, quoi. Avant, je m'énervais tout le temps, j'étais vraiment... Alors que cet enfant, on l'a toujours voulu, et puis... Je trouvais que j'étais franchement pas un bon papa. Et maintenant que les choses sont clairement posées... Je pense qu'on l'entend un peu dans le micro. On l'entend un peu, ouais. J'espère qu'il tourne plus à côté. T'inquiète pas. Et c'est vraiment toute autre chose, quoi. C'est une autre... on vit une autre vie, vraiment. On verra après la suite, mais pour l'instant, en tout cas, ça va bien. Voilà. Bravo, en tout cas, parce que j'imagine à quel point, à 29 ans, ça doit être une décision qui doit être... Oui. Qui est déjà assez éprouvante pour plusieurs aspects, puis qui fait peur quand même après pour l'avenir, parce que ça engendre énormément de choses. Hein. Il y a plein de... de vouloir... Alors, justement, je voudrais en parler avec toi je pense à tous les gens qui connaissent pas forcément la transidentité, etc. Tout à l'heure, on parle de transition. Oui. En fait, je me rends compte que j'en parle comme ça et en fait, je te demande pas exactement ce que ça signifie, ce que ça engendre. C'est encore une autre façon de se dire, c'est l'étape
d'après, si je puis dire. Oui. En fait, je sais pas comment dire exactement, mais une fois que, parce que tu peux très bien décider de garder le corps Oui. que tu as aujourd'hui et te Bien dire sûr. je suis une femme. Tu décides là, en faisant une transition, si je me trompe pas, de transformer ton corps entre guillemets, c'est ça ? Complètement. Dis-moi si je dis des bêtises, hein, mais c'est ça. Non, les mots sont justes. Ok. Les mots sont justes. Non, c'est ça, c'est complètement ça, de toute façon. Alors ça consiste en quoi exactement ? Alors, ça dépend de ce que les personnes recherchent. Parce que, alors parlons de toi. Voilà, si tu de veux moi. bien. Ouais. Alors moi, ce que je souhaite au plus profond de moi, c'est d'être vraiment une femme comme on peut en voir dans la rue, comme Oui. on peut en croiser, comme les femmes qu'on connaît. Voilà, je sais que je ne serai jamais véritablement une femme comme une femme biologique, entre guillemets, voilà, Ouais. qui est née comme telle. Mais moi, mon but absolu, c'est d'avoir un visage très féminin, d'avoir un corps féminin. J'ai de la chance déjà, il est déjà plutôt féminin, mon corps, donc j'ai du bol. Mais d'avoir une silhouette en féminine qui puisse concorder avec mon être intérieur, en gros. Que je puisse me voir dans la glace, que je puisse vivre vraiment comme une femme... c'est difficile à dire, ça. Mais une femme comme je souhaiterais être en vérité. Voilà. Donc pour ça, il y a énormément de choses qui sont possibles. Donc y a un suivi médical qui est important. Voilà. Donc moi j'ai choisi d'être suivi aussi du côté psychiatrique parce qu'il y a quand même des changements qui sont bouleversants. Même si on s'y attend, il y a des choses qui peuvent vraiment marquer et qui peuvent créer des séquelles en gros qui peuvent être irréversibles au niveau psychiatrique. Donc pour moi c'est important de le faire. Tout le monde ne le fait pas, mais moi vraiment j'y tiens. Donc il y a ce suivi-là, il y a tout un traitement qui est hormonal que j'ai choisi de faire aussi. Donc tout ça j'en ai discuté avec ma femme aussi, hein. Voilà, parce que son avis est très important. Et donc le traitement hormonal modifie beaucoup le corps et le visage, en gros, parce que ça répartit les graisses différemment de homme à femme. Enfin, les hommes n'ont pas du tout la même répartition graisseuse que les femmes. Par exemple, les femmes ont plus de graisse dans les joues, plus de graisse au niveau des hanches, voilà, de la poitrine évidemment. Et rien que le traitement hormonal, déjà, à plus ou moins long terme, favorise des courbes féminines, voilà, qu'on souhaite acquérir. Donc ça, c'est sûr que je le ferai, ça vraiment à n'en pas douter. Après, il y a tout ce qui est chirurgie. Donc moi, le visage, certains, je le ferai aussi. Donc on appelle ça la féminisation faciale. Donc c'est tout des processus, on rabote les os, tout ça, c'est la rhinoplastie. Après ça dépend. Voilà, moi je cherche pas non plus à ressembler à Barbie, quoi. Ça c'est pas possible. Mais je cherche aussi à ce que ma femme et mon fils puissent me reconnaître quand même encore. Donc ça modifie énormément le visage, la féminisation faciale. Mais les traits restent quand même reconnaissables. Donc c'est l'arcade sourcilière par exemple qui est plus proéminente chez les hommes. Chez les femmes, elle est très fine. Les pommettes qui sont plus, le menton plus étroit. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que, pour moi, c'est extrêmement important. Voilà. Donc après, il y a la voix aussi à travailler. Donc pour l'instant, c'est compliqué, hein, mais la pomme d'Adam, bon, ça n'a aucun rapport avec la voix, mais le fait qu'elle soit visible, ça trahit beaucoup. Quand on veut être une femme, vraiment, ça trahit beaucoup. Donc ça, il n'y aura plus de pomme d'Adam. Voilà, c'est possible aussi. Et la voix, c'est des traitements orthophonistes. Donc c'est des suivis, c'est des exercices qui se font sur plusieurs années, pour avoir une voix pas forcément plus aiguë, mais une intonation beaucoup plus féminine et plus douce. Une voix, l'homme par exemple, parle beaucoup avec son torse, c'est comme ça qu'on dit les choses, et la femme parle plus avec une hauteur de la tête. Donc avec l'orthophoniste, on apprend à resserrer ses cordes vocales avec les muscles, tout ça qu'il y a tout autour, et avoir une voix beaucoup plus féminine en fait. Une voix qui reste quand même un peu grave, mais une voix que les femmes peuvent avoir, plutôt un peu grave, mais avec une intonation féminine. Voilà. Et après, il y a évidemment la question du sexe, qui, moi, je le ferai. Voilà. Alors, ça porte évidemment à plein de questions, hein, mais pour moi, c'est pas possible. Enfin, depuis toujours, en fait, j'ai jamais supporté d'avoir ce truc entre les jambes. Ça ne me correspond pas du tout. Ça m'a toujours fait souffrir, donc ça nous a pas empêché d'avoir un enfant, hein, certes. C'est quelque chose qui est très utile. Voilà. Pour certaines choses, c'est quelque chose... je parle sans tabou, hein, je m'en fous. Ah mais n'hésite pas, alors là, s'il y a bien un endroit où tu peux parler sans tabou, voilà. c'est ici, je t'invite. Hein. Oui, carrément. J'y vais alors. C'est quelque chose que je me sers avec plaisir,
mais je ne le supporte pas, en fait. Avec mon épouse, on a des relations, de mari et de femme tout à fait normales. Des coïts. Ouais, voilà, des coïts, carrément, disons-le. Mais c'est vraiment, c'est quelque chose, je ne peux pas, quoi. J'y arrive plus. Du moins, j'ai jamais réussi. Ça m'a toujours rebuté. Voilà, je réutilise ce mot-là. Et du coup, c'est sûr que je le ferai parce que c'est quelque chose qui, pour moi, ça complète pas la transition, mais ça en fait partie de manière intégrale, quoi, voilà. Et une fois que tout ça sera fait, une fois déjà que j'aurai commencé rien que le traitement hormonal, je sais que je me sentirai encore mieux que maintenant. Maintenant que les choses sont dites, que les choses sont prévues, que les cheveux poussent doucement, que la barbe est épilée un peu. Oui, parce qu'il y a ça aussi, la barbe. Voilà. Oui. Ça, c'est compliqué, ça. Oula. Puis c'est douloureux aussi. Hein. Enfin, tout est un peu douloureux, en fait, au niveau physique. Disons que ça libère l'esprit, mais ça fait mal au corps quand même. Le traitement hormonal ne fait pas de douleur. Il y a des effets secondaires qui sont indéniables, hein, ça c'est sûr qu'il faut faire attention, il y a un suivi important quand même. Toutes les chirurgies évidemment font très mal, voilà. Le post-op est quand même douloureux, surtout la féminisation du visage et puis la chirurgie de réassignation sexuelle, ça fait très mal, faut pas le cacher, hein, ça c'est sûr. Et la barbe, il faut... T'as fait de l'épilation laser, c'est ça, définitive, c'est ça qui... Alors j'ai pas fait ça, mais ça existe, oui. L'épilation laser, ça fonctionne bien pour la barbe, bien il faille faire beaucoup de traitements, beaucoup de séances, mais c'est très onéreux, donc c'est pas donné à tout le monde. Alors il peut y avoir des prises en charge avec la Sécu, tout ça, enfin c'est toutes des choses administratives. Hein. Donc il y a l'épilation laser, il y a l'épilation à la lumière pulsée, pour parler de définitif ou semi-définitif, et il y a l'électrolyse, donc on injecte une petite seringue jusqu'au bulbe et on le fait griller avec un courant électrique, voilà. Mais c'est très long parce qu'il faut faire poil par poil. Et ça coûte très très cher. Donc c'est compliqué. Donc moi ce que je fais pour le moment, vu qu'on a encore du temps parce qu'on a différents projets et que moi je veux laisser du temps à ma famille pour accepter tout ça, adapter tout ça, voilà. Je veux pas non plus tout presser. Je veux vraiment faire les choses tranquillement. Et je le fais avec beaucoup de douleur. J'ai essayé la cire mais ça marche pas. Voilà. Du coup à la machine, l'épilateur électrique. Et après j'applique une crème qui s'appelle la crème Guto, qui est très controversée, mais tant pis, je m'en fous, j'essaye, qui est censée éliminer petit à petit les bulbes quand on les arrache. Mais il faut arracher quand même pour le faire. Ça fait mal, hein, franchement, ça fait mal. Et après, avec différentes huiles qui sont anti-repousse et tout ça, voilà, j'essaye progressivement de le faire. Et rien que de faire ça de plus... Parce qu'avant, j'étais barbu, en fait. Enfin, j'avais une barbe qui n'était pas trop énorme, mais je la taillais, tout ça, pour être le plus viril possible. Ça marchait pas, et bon. Et rien que d'arracher tout ça, même si franchement j'ai eu du mal. Hein. Ça m'a fait très mal. Oui. Ouais, ça fait très mal. Surtout, ouais, ça fait vraiment très mal. Franchement, je conseille pas trop ça. Mais c'est une douleur qui est incomparable par rapport au bien-être que ça apporte. Oui, c'est ça, j'allais dire. Peut-être que ça t'a fait beaucoup de bien après. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est vraiment ça. C'est un bien-être... Ça paraît rien du tout. Hein, bien-être mental pour du bobo physique, quoi. C'est ça. Complètement, oui. C'est pas se faire souffrance pour acquérir autre chose, mais... Enfin, c'est pas se faire souffrance gratuitement, quoi. C'est vraiment pour être mieux. C'est délicat hein, à dire comme ça. Il y en a quand je leur dis ça, ils me disent « Mais t'es fou, hein, pourquoi tu fais ça? Tu te fais mal, tu te tortures, tu te mutiles. » On me dit « Mais en fait, ils ne voient pas le bien-être que ça m'apporte derrière. » C'est ça. Voilà. Enfin, c'est pas comme si tu étais en train de te couper les veines. Non, quoi, tu vois, pas pareil, ouais. Non. Bon, ça saigne pas mal quand même, hein. Mais ça fait vraiment super mal. La première fois surtout, ça fait très mal. Faut pas le cacher. De toute façon, ce genre de choses, il faut pas le cacher parce que la douleur, elle est vraiment présente. Elle est présente avant, quand on souffre de ce mal-être, et elle est présente après, quand on procède à tout ça. Mais après, ce qui en résulte, enfin, c'est juste fantastique d'arriver à ces fins, d'être épanoui en fait, et juste de chercher le bonheur et puis de le trouver en fait, vraiment. Quand on n'a jamais... c'est pas que j'ai jamais été heureux parce que ma famille me rend très heureux, mais j'ai jamais été heureux de moi-même. Et quand on entreprend ces choses-là, on trouve vraiment autre chose. C'est incroyable. C'est ce qui m'a sûrement permis aussi de venir là. J'étais très fermé aux gens avant, je parlais à personne. J'aurais jamais été capable de venir te voir et de t'envoyer ce mail, rien que de t'envoyer ce mail, de te parler comme ça. Et
d'entreprendre tout ça, ça m'ouvre énormément en fait. Voilà, c'est pas pour être bisounours, mais ça fait quelque chose qui pour moi est assez incroyable. Ah, je le vois pas du tout comme bisounours. Hein, moi. Non, bon, ça Au va. contraire, pour moi, c'est plutôt. Moi, je vois ça comme un courage fabuleux, quoi. C'est pas du tout bisounours pour moi. Ouais. Bisounours pour moi, il y a un côté, oui, c'est un peu idyllique, machin. Je Ouais. vis dans mon petit nuage, tout se passe bien. Non, il faut. Ouais. Je te perçois comme quelqu'un d'extrêmement courageux. Bah, c'est gentil. Vraiment. Non, parce C'est que gentil. je pense que, comme tu le disais en fait au départ, c'est que tu es juste en train de t'affirmer, toi, qui Ouais. tu es, par rapport au reste du monde, où Oui. jusque-là, en fait, tu avais décidé, et c'est pas pour être péjoratif, mais juste de te conformer à ce qu'on attendait de toi. Mais c'est vraiment ça, hein, de toute façon. Mm. Pas péjoratif du tout. C'est vraiment ça, et c'est ce que la plupart des personnes transgenres ressentent. Voilà, pas toutes, pas tous, mais c'est souvent ça, et c'est souvent ça qui fait le plus souffrir. C'est d'être dans une identité qui n'est pas du tout celle qu'on a au fond de nous-mêmes. C'est ça la plus grande souffrance en fait. C'est un processus pour revenir à la transition, c'est un processus que tu imagines sur combien de temps ? Oh, ça dépend, parce que J'imagine, Ouais. je pense pas que tu aies fait un planning, hein, mais Non. juste, est-ce que tu t'en as une idée ? une idée, ouais, bien sûr. Sur 5 ans minimum, je pense. Voilà, vraiment de prendre le temps, même si c'est difficile d'attendre, mais c'est quelque chose qui est important par rapport au compromis que je fais avec ma famille. 5 ans minimum, et je pense que entre 5 et 7 ans, sachant qu'il y a beaucoup de délais pour beaucoup de choses. La prise en charge administrative est assez laborieuse. La prise en charge médicale, enfin, toutes les prises en charge sont compliquées. Il faut mettre des sous de côté, beaucoup quand même, et dépend de ce qu'on cherche. Mais par exemple, si on veut une réassignation sexuelle en France, donc qui pour moi je ferai comme ça en tout cas, il faut un suivi psychiatrique qui est important, de minimum 2 ans à peu près, pour être vraiment sûr que ce soit ce qu'on cherche vraiment, pas qu'on regrette après, quoi, même si je connais personne qui a regretté. Mais et après, il y a un délai d'attente de l'opération parce qu'il y a très peu de chirurgiens qui le font de la manière que moi, par exemple, je voudrais. Parce qu'il y a des chirurgiens esthétiques qui le font, mais qui, pour moi, je dis pas qu'ils le font mal du tout, mais je préférerais voir un urologue. Il y a un très bon urologue à Lyon qui est spécialisé dans cette chirurgie-là et qui, pour moi, en fait, au niveau fonctionnel et esthétique, parce qu'il fait des très belles choses, est pour moi plus important en vérité que juste d'aller voir un chirurgien et puis de ne pas forcément être sûr du résultat, en gros, parce que c'est quand même quelque chose qui modifie beaucoup la vie et qui est important à conserver autant dans un sens que dans l'autre. Voilà. Disons que les relations sexuelles, c'est vraiment un besoin très important pour l'humain et il faut pouvoir les conserver. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Et il y a très peu de chirurgiens qui savent vraiment, vraiment le faire, à mon sens. Mais il y a beaucoup d'avis là-dessus, c'est très partagé. J'imagine qu'il y a beaucoup d'avis sur, Oh oui, sur énormément sur tout ça. Oh là là, oui, énormément. Ok. En fait, je t'ai pas demandé non plus parce que je t'ai appelé Guillaume. Oui. Et parce que je t'ai appelé Guillaume un peu naturellement parce que ton mail Oui. est signé de Guillaume. Oui. Tu te fais toujours appeler Guillaume ? Pour l'instant, oui. Ok. Vu que mon apparence est toujours masculine, Ok. et que, en gros, c'est pas tant que je me cache, mais parce que maintenant, je commence un peu à m'en ficher. Voilà. Enfin, je m'en fiche pas, mais... Le droit de dire que tu t'en fous complètement. Ouais, je m'en fous, T'as voilà. le droit, hein. Voilà, je m'en fous. Très sincèrement. Non, mais petit à petit, je me découvre aux gens, en vérité. Et mon prénom, on l'a choisi avec mon épouse, voilà. Parce que c'est vraiment... Moi, je prends vraiment ma famille en considération. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Je suis trop amoureux de ma femme et de mon fils pour les perdre. Voilà. Bon, après, on verra comment ça se passera la suite. Mais du coup, je m'appelle toujours Guillaume. Et un jour ou l'autre, je m'appellerai Anna. Voilà. Prochainement. Je ne sais pas quand encore, mais ça se décidera petit à petit. Et voilà, c'est particulier. Je dis toujours, par exemple, à Charlène que je vais faire une transition stratégique. Alors, c'est très utopique de dire ça, parce que le traitement hormonal, ça fait beaucoup de changements. D'avoir plus de barbe, tout ça, d'avoir des cheveux longs, ça fait très... Voilà, bon. Et ce dont j'ai le plus
peur, c'est que les répercussions sur ma famille, en fait. C'est pas tant sur moi, les regards, tout ça, c'est sûr que ça affecte, hein, mais finalement, je m'en fous, c'est pas grave. Les gens, s'ils veulent m'insulter ou quoi, c'est pas grave. De toute façon, je m'y attends un petit peu, mais je vais essayer absolument de tout faire pour éviter ça. Donc, je sais pas comment dire. J'ai envie de protéger, en gros, ma famille. Donc, pas de m'appeler tout de suite Anna, parce que j'ai pas pour l'instant une tête à m'appeler Anna. Pour certaines personnes, ce sera compliqué d'entendre ça, mais pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Pour l'instant, je reste Guillaume, je reste masculin comme je le peux, voilà, tout en ayant l'objectif d'être très féminine après, pour protéger, en gros, ma famille. Pour pas que quand je sois dans la rue, c'est ce qui me fait le plus peur, en fait. Avec mon fils et ma femme, pas qu'on subisse des choses que beaucoup, franchement, de transgenres peuvent subir. Mm-hmm. Et ça, c'est une vérité aussi que les gens en ont conscience en plus, mais qui est plutôt tabou aussi. Tu veux dire que... Qu'est-ce qui est tabou que les personnes transgenres se font insulter, tabasser, subissent des discriminations, voilà, oui, d'une manière générale. Importante, oui, quand même. Ah oui. Tu penses que c'est tabou ? On en parle peu, en tout cas, je pense. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, voilà. Ouais, tabou, c'est peut-être pas le bon mot. C'est que les gens, quand on en parle, ils détournent le... Voilà, ils n'aiment pas trop en parler, en fait. J'ai l'impression, du coup, c'est vrai que pour moi, les gens qui n'aiment pas trop parler de certains sujets, pour moi, c'est tabou. C'est gênant, alors du coup, hop, voilà. Mais bon, c'est délicat, tout ça. C'est très délicat. Il y a des chiffres qui sont extrêmement durs envers... Enfin, qui sont extrêmement révélateurs de à quel point la transphobie, alors d'une manière générale, la peur de l'autre, oui déjà en France, elle est déjà importante, la peur de tout ce qui peut être différent, que ce soit du racisme ou de l'homophobie ou de la transphobie d'une manière générale. La France reste un pays démocratique, ou comme tu dis, c'est sans doute pire dans plein d'autres pays, pire dans plein d'autres pays, si bien tu veux. sûr. Mais c'est quand même pas idyllique en France, quoi. Non, malheureusement. J'espère que ça le sera un jour, que les mentalités évolueront. Peut-être, j'espère. Peut-être grâce justement à toi et ce genre d'opportunités que tu permets de... non, vraiment. J'espère que si ça permet de faire prendre conscience à quelques personnes que... de réfléchir autrement, je pense. Plutôt que... Parce qu'on entend souvent dire t'as vu, l'autre, elle est trans, ou il est trans, et je comprends pas pourquoi il fait ça, pourquoi elle fait ça. En fait, c'est vraiment de l'ignorance, quoi. De l'ignorance, et l'ignorance, on le sait tous, hein, ça mène souvent à la haine, ou au pire, ouais. C'est souvent parce que les gens n'ont pas conscience de tout ça. Et ne veulent pas forcément s'y intéresser. Oui, c'est ça, et je pense aussi que c'est un manque d'écoute totale et de chercher à comprendre l'autre d'une manière générale. C'est ça, parce que ça les gêne beaucoup. Parce que pour la plupart des personnes, c'est une honte véritable de faire ça, quoi. Donc, ça reste compliqué quand même. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as pu raconter. J'ai une dernière question pour toi que je pose à tous les invités d'Histoire de Daron. Ou presque. Si dans 10 ans, Lenny écoute ce podcast, il aura 12 ans, c'est ça ? Ouais, 12 ans, ouais. Oh là là. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Oh là là. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire ? Par rapport au podcast ? Non, imagine, il entend. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire là maintenant, en fait ? C'est un voyage dans le temps que je te propose. Oui. Que je l'aime d'amour, simplement, et que il a illuminé notre vie. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées, mais cet enfant, c'est toute notre vie. Le petit bonhomme, c'est notre soleil, quoi. Donc, sans lui, on ne serait pas grand-chose, vraiment. Donc, pour moi, c'est mon petit gars, quoi. Voilà. Je suis très heureux d'être avec lui. Je suis très heureux qu'il partage notre vie, et vraiment, voilà. Et je suis très fier de lui aussi. Parce que mon petit bonhomme, il grandit très vite. Voilà, à cette époque-là. Hein. Là, si tu écoutes maintenant, tu auras 12 ans, mais... Ce sera un adolescent. Voilà, un adolescent, ouais. Ouais. Et puis papa sera sûrement différente. Donc, j'espère que ça se passera bien. Voilà.
Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi, vraiment. C'était vraiment super. J'ai passé, moi un aussi, excellent moment. Un très très bon moment et je te remercie encore. Je saurais même pas comment te remercier plus. C'était génial. Ne dis rien. Vraiment, moi, ça me va très bien. C'est trop bien. Merci beaucoup. Puis bonne vie à tous les trois. Merci. À toi aussi. Hein. Et puis, je t'ai même pas posé de questions sur toi. Non, mais moi ça va, t'inquiète. Oui, mais j'aurais. On est là pour parler de toi. Oui, mais bon, quand même. À bientôt, salut. À bientôt, merci. C'est terminé pour cet épisode, un grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, ROCKIEMAG, soit sur mon Instagram perso, moi je suis sur FabFlorent, FABFLORENT, soit sur YouTube, sous la vidéo de cet épisode, vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymag.com. Histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque 1er et 3e lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.